Elle démarre maintenant votre principale édition d'information de la soirée. Installez-vous confortablement. Voici les titres de ce journal. Présentation des lettres de créance ce matin au palais présidentiel. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'accréditer la nouvelle chef de mission de la République arabe d'Égypte. Les épargnants de la Poste Banque bientôt à la caisse. Une rencontre d'urgence est tenue cet après-midi au ministère de la Communication et des Médias. Le ministre des Eaux et Forêts réceptionne du matériel technique dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne nouvelle en ouverture de ce journal pour les épargnants de la Poste Banque. Après plusieurs années d'attente, ils vont bientôt passer à la caisse. La réunion de cet après-midi, présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, a débouché sur une note positive. Patrick Simangoy, Terence Langa et Di Sorel Yakunda. L'espoir est désormais permis pour les épargnants de la Poste Banque qui attendent depuis 10 années le règlement de leur dû. Le dossier pris en main par les autorités de la transition à travers Madame le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Nong, va connaître enfin son épilogue. Après la réunion de lundi dernier présidée par la patronne de la Communication et des Médias, celle-ci qui intervient en l'espace de 4 jours, dirigée par le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Jean-Christian Eman, sur instruction de Madame le ministre, avec le même collectif des épargnants de la Poste et le directoire de la Poste, a permis d'enregistrer ce jour des avancées significatives quant à un début de règlement de cette dette qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon, et le président directeur général intérimaire de la Poste de préciser. En recevant donc votre bureau, nous avons montré preuve à l'appui au bureau que l'OP vous concernant pour cette année avait été déjà établi et que le Trésor est en train de collecter les fonds nécessaires pour pouvoir vous appeler à passer à la caisse. C'est une enveloppe de 10 milliards de francs CFA à payer entre 60 000 épargnants. L'argent se trouve aujourd'hui dans une caisse au Trésor et que le petit retard que nous allons avoir dépend essentiellement des épargnants qui ne se sont pas fait recenser, pour lesquels la Poste Banque SA va dans les prochains jours ouvrir un guichet pour éventuellement comptabiliser tous ceux-là qui ne sont pas fait recenser, afin que après ce recensement, les épargnants, tous autant qu'ils sont dans la République gabonaise, perçoivent le montant qui sera destiné à chacun selon la répartition qui sera faite. Le pragmatisme du CETERI salué ici par les épargnants. Nous sommes confiants et nous remercions le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci pour cette œuvre humanitaire. La dette des épargnants de la Poste Banque remonte à 2017, date de la faillite de la Poste Banque SA, filiale de la Poste, une situation qui a hypothéqué les économies de nombreuses familles. Le début du règlement de cette dette par les autorités pragmatiques de la transition sonne ici comme une surprise de cette fin d'année 2024. Au palais présidentiel, cérémonie de présentation de l'aide de créance ce matin. L'événement était dirigé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une nouvelle chef de mission de la République arabe d'Égypte a été accréditée au cours de cette cérémonie. Presse présidentielle. La cérémonie de l'aide de créance ici à l'esplanade CTRI du palais présidentiel atteste de la vitalité des relations diplomatiques entre le Gabon et la République arabe d'Égypte.
Tradition respectée, tapis rouge, hymne national pour conduire auprès du président de la transition, le chef de mission diplomatique accrédité au Gabon. Riyad Mahrez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte près la République gabonaise avec pour résidence Libreville, a été depuis 2021 directrice adjointe puis vice-ministre adjointe des Affaires étrangères chargée du protocole, chef de la section des envoyés diplomatiques de la République arabe d'Égypte, le Caire. La diplomate égyptienne est titulaire d'un master en diplomatie obtenu à l'Académie méditerranéenne pour les études diplomatiques à l'Université de Malte, Valette de 2000 à 2021. Parlant le français, l'allemand, l'anglais et l'arabe, Riyad Mahrez est né le 31 septembre 1975 au Gizeh en Égypte et mère de 2 enfants. Les relations de coopération entre l'Égypte et le Gabon datent de plusieurs décennies. Des relations marquées par la signature de plusieurs accords entre Libreville et le Caire l'attestent par le récent séjour du chef de l'État en Égypte le 28 novembre dernier lors de sa visite de travail et d'amitié. Le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte a présenté les copies figurées de ses lettres de créance à Michel Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères du Gabon. Le point de sa rencontre avec Marie-Sophie Chelamebale, Cédric Zendon. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte dans notre pays. Il était question au cours de cette rencontre entre le diplomate et le membre du gouvernement de présenter les copies figurées de ces lettres de créance l'accréditant officiellement comme représentant de ce pays au Gabon. D'autres questions ont été également abordées au cours de ce tête-à-tête qui intervient à quelques heures de l'arrivée officielle du ministre des Affaires étrangères égyptien dans notre pays. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider cette coopération dans plusieurs secteurs. Cet échange témoigne de l'engagement des pays à renforcer leurs liens historiques et à travailler ensemble pour un avenir prospère. Cette cérémonie est une étape protocolaire qui précède la présentation officielle des lettres de créance au chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema. L'ambassadeur de Chine au Gabon a été reçu ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au menu de cette rencontre, la coopération judiciaire entre le Gabon et la Chine. Steve Mefan, Pierre Claver et Labiogué, Marie-Thérèse Kassa, compte rendu d'audience. La coopération sino-gabonaise est multiforme. Ping Zhu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Gabon, reçu en audience au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul-Marie Ngonju. Au menu de ce tête-à-tête, explorer de nouvelles opportunités dans les domaines de la justice. Comme c'est avec le ministre de la Justice, donc tout d'abord le sujet de la justice. Et la justice, on me dit, c'est la base de l'environnement d'investissement. Et maintenant, avec le renforcement de la coopération entre nos deux pays, donc la coopération de la justice devient de plus en plus importante. Pour l'ambassadeur de l'Empire du Milieu au Gabon, la justice est un domaine stratégique pour le climat des affaires. Nous sommes tous d'accord de renforcer les échanges de visites et échanges d'expériences et aussi d'autres coopérations, par exemple signer un accord de l'entraide judiciaire. Une coopération sino-gabonaise globale qui s'inscrit dans la continuité depuis 50 ans. Il s'agit de revisiter les accords dans les 10 domaines. Et pendant ce temps, le ministre des Eaux et Forêts réceptionnait du matériel et d'autres équipements techniques au bénéfice des directions générales en charge des forêts. C'est dans le cadre du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Arnaud Manza, Jean-Marie Ludovic Bitegué de Koumameyon nous font le point. Le patron des Eaux et Forêts du Gabon réceptionne des mains du coordonnateur du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise du matériel, équipement technique, informatique et électronique, ce dans sa 3e phase. Objectif, booster l'économie forestière qui ne représente que 3% du PIB local. Les drones, comme d'autres outils de renforcement des capacités, permettraient
de faire fonctionner le système national de traçabilité du bois. Et à chaque fois on dit de la coupe à la transformation, il faut qu'on trace nos ressources naturelles. Avec ces moyens que nous avons reçus aujourd'hui, nous permettront en fait d'aller sereinement sur des missions de contrôle et de traçabilité sur le terrain. La tâche est immense, il y a du matériel à voir, mais également les mentalités à changer. L'usage de ces outils, notamment techniques, devra passer par la formation des agents en amont. Puisque c'est du matériel high-tech quand même, ce sont des drones et nous allons avec l'opérateur à pouvoir nous autonomiser sur la formation de ce type de système d'armes. Donc système d'armes, système d'hommes, ça va ensemble pour pouvoir avoir vraiment l'efficacité sur le terrain. Notons à toutes fins utiles que le PADEG a pour mission de contribuer à une croissance forte et inclusive dans l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et la diversification de l'économie gabonaise dans les secteurs du bois et des mines. Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer était face aux députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Le membre du gouvernement a défendu un projet de loi que nous allons découvrir dans ce reportage signé Prescan Kamabekale, Valérie Charles Poulangoy. Face aux honorables députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme dans le cadre de la présentation pour examen et approbation du projet de loi relatif à l'obligation d'emport d'un système d'identification automatique à bord des navires, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a indiqué que ce texte de loi est inspiré du chapitre 5 de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite Convention SOLAS, et du règlement lié au Code CEMAC de la marine marchande. L'élaboration du projet de loi est motivée par des raisons de sécurité et de prévention des collisions en mer et de mieux réagir en cas d'accident ou d'incident en mer. Ce projet de loi vise le renforcement du cadre législatif en matière de sécurité maritime. Il permet à l'autorité maritime, à travers les moyens de communication appropriés, de suivre tous les navires, d'identifier le trafic et d'échanger des informations importantes pour la sécurité et pour la prévention des collisions en mer. Le présent projet de loi prévoit s'appliquer à des navires particuliers. Tout navire de jauge brute égal ou supérieur à 300 tonneaux effectuant des voyages internationaux, tout navire de charge de jauge brute égal ou supérieur à 500 tonneaux en navigation internationale, autant pour moi, tout navire à passagers, quelle que soit sa taille et son mode de navigation. De plus, le dit projet de loi vise à améliorer la connaissance de la situation maritime et de lutter contre la pêche illégale non déclarée, de même que celle non réglementée. De l'Assemblée nationale au Sénat, il n'y a qu'un pas et nous y allons tout de suite. Le ministre de l'Intérieur auditionné par les sénateurs de la commission spéciale chargée d'examiner le budget des collectivités locales, la non-inscription de la ligne budgétaire dans ce projet de loi de finances 2025 pour une mise en œuvre effective de la décentralisation était au cœur de cette rencontre. Cédric Nzengelomas, Félix Moudi-Bangoui, Presse Sénat. Le plaidoyer résulte de la non-prise en compte des impératifs liés à la mise en place de la phase pilote de la décentralisation dans notre pays. Face à la baisse observée dans la dotation destinée aux collectivités locales pour le budget exercice 2025, le ministre de l'Intérieur et son collègue du budget, représenté par son directeur de cabinet, se sont vus interpellés sur des aspects spécifiques par la commission spéciale chargée d'examiner le budget des collectivités locales. La commission a pu constater que, dans le projet de loi de finances 2025, les recettes des comptes spéciaux ont baissé de 12%. Cette baisse affecte particulièrement la dotation allouée aux comptes d'affectation spéciale qui subventionne la salubrité publique. Seule la société Clean Africa bénéficie de la dotation de 2,898 milliards inscrits au compte de la dotation des conventions avec les sociétés de collecte. Pour tout de suite à donner, le ministre a précisé ce qui suit. Rendre effective la décentralisation, c'est le sens des actions qui ont été menées tout au long du dernier trimestre 2023. La seconde chose que je voudrais ajouter, c'est me réjouir de cette possibilité qui peut être la nôtre, de considérer que cette absence de dotation est arrangée au titre des erreurs qui pourraient être matérielles, je m'avance certes, mais de me réjouir d'ores et déjà des possibilités qui pourraient être trouvées.
Par cette approche, les sénateurs entendent militer pour une effectivité de la mise en œuvre de la politique publique sur la décentralisation dès cette année. Une commission technique avec les experts du ministère du Budget et de l'Intérieur a été mise en place à cet effet. Le Conseil des ministres du 19 décembre dernier a annoncé des changements au ministère du pétrole. La direction générale des hydrocarbures a été éclatée en plusieurs directions. Les promus ont été installés par les responsables de ce département ministériel. Yannick Menga, reportage. Le ministère du pétrole compte 3 nouveaux directeurs généraux. En effet, suite au Conseil des ministres du 19 décembre 2024, 3 nouvelles directions ont été créées. C'est donc un directeur général des avals pétroliers et gaziers et un directeur général des affaires économiques, juridiques et de gestion des données pétrolières et gazières qui ont été installés par la tutelle. Monsieur Aristide Nyama Bantiva, c'est avec une grande satisfaction que nous vous accueillons aujourd'hui comme directeur général de l'amont pétrolier et gazier. Votre expertise reconnue dans ce domaine constitue un atout inestimable pour notre nation. Votre mission sera triple: maximiser la production de nos gisements, catalyser de nouveaux investissements et assurer une exploitation responsable de nos ressources. L'un des nouveaux hauts représentants de la direction a tenu une allocution de circonstances précédant celle de la tutelle. À vous, nos très chers collaborateurs, permettez-nous de vous rappeler qu'une équipe de travail performante se distingue par une combinaison d'objectifs clairs, de communication ouverte, de collaboration, de leadership positif et de complémentarité des compétences et surtout d'un environnement respectueux et motivant. La restructuration de cette administration est la manifestation de la volonté de dynamiser et de moderniser le secteur pétrolier, conformément aux très hautes orientations du chef de l'État. Et le ministre du Pétrole qui a également procédé à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de Gab Oil, une société qui a connu un scandale financier récemment. Reportage Lariska Lormamengi Osaga, Bertin Osaga, Daniel Jemima Bukabuka a prêté sa voix. Au nom du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos nouvelles fonctions de président du conseil d'administration. C'est le ministre Marcel Abeke lui-même qui a procédé à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de Gab Oil, et non sans appeler les uns et les autres à tirer les conséquences des erreurs d'un passé récent. Monsieur le président du conseil d'administration, votre prise de fonction doit marquer une rupture. Certes, vous ne serez pas directement impliqué dans la gestion opérationnelle de l'entreprise, mais avec vos administrateurs, vous devrez doubler de vigilance et suivre de manière beaucoup plus rigoureuse les décisions qui y sont prises, notamment en ce qui concerne les investissements, la gestion du personnel et la question des rémunérations. Le promu qui arrive dans la maison dans un contexte difficile prend ici la mesure des enjeux. En tant que président du conseil d'administration, je veillerai à faire observer les principes en entreprise fondés sur le fait qu'il soit nécessaire de considérer, de comprendre, de définir et de respecter les rôles du conseil d'administration et de la direction générale. Gab Oil connaît depuis plusieurs années d'énormes problèmes de gestion qui ont placé cette société d'État quasiment au bord du gouffre dans des scandales financiers dus au train de vie outrancier de certains responsables. Les changements intervenus devraient donc sonner la fin de la récréation. C'est du moins ce qu'espère le ministre du Pétrole, Marcel Abeke. Et plusieurs jeunes de la commune de Libreville viennent d'être entretenus par des experts et formateurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'initiative vise à lutter contre le chômage. Lionel Boutsoupissam, Évariste Nduntumu, les détails. Permettre aux jeunes Gabonais de s'autonomiser en développant la culture de l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage, c'est tout le sens donné à cette rencontre marrainée par Elisabeth Ngwambina. À l'endroit des jeunes Gabonais, je pense que les jeunes Gabonais doivent chercher à faire
des petits métiers en entendant que la fonction publique puisse ouvrir les portes grandement pour eux. On montre comment on crée une association, comment on la structure, comment on recherche des financements par rapport à un projet. Ça, c'est pour les associations. Et on a l'entrepreneuriat pour les personnes qui ont un certain niveau, qui veulent se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. On a ces personnes que l'on forme, comment on structure une idée d'affaires, comment on crée une entreprise, comment on légalise l'entreprise, comment on paye les impôts. Une initiative fortement saluée par les participants. Déjà, nous sommes en fin d'année. Pour moi, en tant que life coach, c'est souvent la meilleure période pour que les personnes fassent des bilans et être capable de se projeter pour avoir un projet de vie pour l'année prochaine. Je me suis inscrite dans ce forum pour pouvoir être autonome. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par la formation des groupes en fonction du secteur d'activité. Après l'étape de l'estuaire, la délégation des formateurs conduite par Jessie Ngonga fera le tour des 9 provinces. C'est l'un des chantiers majeurs du CTRI dans le Moyen-Ogooué après l'université numérique. Dans quelques mois, la région sanitaire du Moyen-Ogooué va disposer d'une structure d'imagerie médicale avec en prime un scanner. Les travaux ont débuté il y a quelques jours et vont durer 5 mois. On en sait plus avec Yves Malik. Les travaux ont été lancés le week-end écoulé. Implanté dans l'enceinte du centre hospitalier régional Georges Rahuri, ce futur bâtiment mesure 27 mètres de long et 16 de large. Il repose sur une superficie de 250 mètres carrés. L'entreprise L'Amitié, très présente sur le terrain du BTP, est à pied d'œuvre. Nous avons déjà terminé le temps de propriété, le temps de semelles filantes. Nous sommes en train de monter les agglos de vin pour le sous-bassement. Le projet est contenu dans l'enveloppe de 7 milliards de francs CFA octroyés par le président de transition, dont la quasi-totalité des chantiers a été confiée aux entrepreneurs locaux. Le président, dans son élan, a donné une nouvelle dimension à l'entrepreneuriat local. Ce chantier est un des chantiers prioritaires. Donc pour nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Autant c'est l'un des chantiers majeurs du CTRI dans la localité, autant celui-ci a été un long plaidoyer des autorités de la province et des populations dont le besoin était criard au regard des urgences. La venue de l'imagerie médicale, dont le scanner notamment, va soulager les patients aussi bien du Moyen-Ogooué que de la zone du sud, Ngounié-Nyanga. Je tiens à dire merci au CTRI pour cette dotation. Nous avons beaucoup de pathologies qui nécessitent des diagnostics plus appropriés. Nous avons beaucoup d'accidents dans la voie publique. Nous avons des accidents vasculaires cérébraux et autres pathologies, des insuffisances rénales, qui nécessitent effectivement de poser des diagnostics avec le scanner. Jusqu'à présent, on s'est contenté d'envoyer des patients sur libre dire. Donc, avec l'arrivée de ce scanner, vraiment, nous allons avoir tous les éléments nécessaires pour nous permettre de faire une bonne médecine et surtout de poser des diagnostics et également des prises en charge adéquates. Par cet outil technologique, Brice Clotaire Oligingema est déterminé à redonner les Gabonais leur dignité en améliorant leur qualité de soins. Notons que la durée des travaux est de 5 mois. À Mouila, les habitants de la ville viennent d'exprimer leur reconnaissance après les réalisations du CTRI dans la province de Langounié. Nous allons le voir maintenant avec Marlène Yelmina et Marie-Thérèse Kassa. La modernité était devenue illusoire pour les habitants de Mouila. Dans le chef-lieu de la province de Langounié, le chômage, la boue et la poussière étaient devenus les locataires favoris de la commune. Mais ça, c'était bien avant l'arrivée du CTRI au pouvoir. Notre pays a renforcé son économie en rachetant Acela Énergie, garantissant ainsi une stabilité d'emploi. Pour lutter contre le chômage et encourager l'entrepreneuriat, des projets comme Taxicab ont vu le jour afin de rendre les jeunes Gabonais autonomes. Notre pays s'est lancé dans l'amélioration de son système éducatif à travers des constructions des établissements modernes, sans oublier l'octroi de nouveaux postes budgétaires aux enseignants. Désormais, toute la ville est en chantier. C'est le cas au complexe administratif de Mouila, au quartier Goïna, dans le 1er arrondissement, avec en prime l'aménagement d'un nouvel espace pour les sinistrés des récentes pluies. Des avancées qui ont motivé les Molvillois à retrousser leurs manches pour également apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est suivant cette lancée que ces derniers sont naturellement derrière le comité pour la transition et la restauration des institutions, en tout et pour tout.
En Oguelolo, les experts du projet d'appui au programme Graines ont procédé récemment à la réception de 2 plateformes multiservices, une érigée à Kolamotu et l'autre à Lastorville, des espaces destinés à favoriser les échanges constructifs entre les cultivateurs et les agripreneurs. C'est Jacob Mukwangi et Steve Kossi Maranga qui nous le font dire. Énième réalisation salvatrice du PAPG 1, projet d'appui au programme Graines dans sa première phase, les plateformes multiservices, 2 au total sur Lastorville et Kolamotu, province de l'Ogololo, auront mission et valeur de tribune d'échange pour acteurs engagés dans le domaine de l'agriculture. Constat après réception technique, travaux avancés à un rythme satisfaisant. Le gouvernement s'emploie à accompagner ces plateformes, à les doter des outils innovants, notamment des moyens roulants, tout ce qui va avec, l'attelage nécessaire pour mener à bien leurs activités. Bon, disons que ces plateformes multiservices, c'est pas un endroit où les gens viendront s'installer de manière définitive. C'est un lieu, comme je vous le disais tantôt, d'échange entre les différents agripreneurs. Donc, tous ceux qui voudraient se lancer dans l'activité agricole viendront et trouveront ici des personnes habilitées à pouvoir leur donner des conseils, à pouvoir leur dire voilà comment vous devez vous comporter dans le cadre de vos activités. Pour les représentants locaux du département de l'agriculture, direction de cette structure valait la chandelle. Techniquement, les travaux sont à un stade très, très avancé, hormis quelques éléments de finition qu'il faut corriger. Nous allons donc demander à l'entreprise, nous allons faire des recommandations pour essayer de terminer ces éléments avant de préparer la visite de réception provisoire. Voilà qui promet une réception provisoire de ces 2 chantiers dignes de louange, d'autant qu'il s'agira à terme d'une sorte de soupape de sécurité pour encourager les agriculteurs de cette région. Après la fête de Noël, place aux préparatifs du Nouvel An. C'est un nouveau défi pour les commerçants. Comment se prépare-t-il? Alice Brenda Mukani s'est rapprochée de quelques-uns. Voici son constat. À quelques jours de la célébration de la fête de Nouvel An, les commerçants entrent dans une nouvelle course. Les vitrines se métamorphosent pour s'adapter à une nouvelle tendance, parfois vestimentaire. Et pour attirer la clientèle, plusieurs responsables de magasins n'hésitent pas à lancer certains concepts. Pour les premiers clients, nous avons prévu des petits cadeaux. Et pour les clients qui étaient là régulièrement toute l'année, on a prévu aussi des cadeaux pour ça. Il y a un grand déballage au sein de notre entreprise. J'invite toute la population gabonaise parce que c'est le Gabon d'abord. Ici, c'est un jeune entrepreneur gabonais, donc venez encourager. Dans les épiceries et marchés, le tableau de prix fait aussi sa mue. En cette période de fête, Sipagel a fait une petite promotion. Pensez à tout le monde un peu. On a le rognon qui est à 6 500. On a les cuisses de poule à 9 100. C'était autrefois combien il faut d'abord déjà le rognon? Le rognon au départ, il était à 10 000. Maintenant, on l'a baissé à 6 500. Les cuisses dures, 14 000 francs. On a descendu à 9 000 francs. Maintenant, on a la star en ce moment, les cuisses de poulet à 9 950. Alors que la Saint-Sylvestre approche à grands pas, les commerçants redoublent d'efforts pour faire de cette transition festive un succès au chiffre d'affaires considérable. En cette période de fête, la sécurité routière est importante. Il faut redoubler de vigilance et les contrôleurs routiers sont sur le terrain pour s'assurer de la bonne régulation du trafic routier. Déborah Nganene et Chrislin Maïnda étaient dans la commune d'Ovendo. Regardons. Carrefour Barracuda à Ovendo, très peu de véhicules passent sans être contrôlés par les agents de la sécurité routière. Ici, la sensibilisation est importante en cette période de fin d'année. Nous avons constaté que c'est une zone un peu avec grande affluence, et nous voulons vérifier les documents afférents, s'ils sont vraiment à jour comme il y a longtemps on est sorti. Donc on voudrait voir si cette zone-là, les conducteurs sont à jour. Grâce à l'acquisition des nouveaux outils, tels que les radars et les alcotests électroniques, de nombreux automobilistes indélicats ont été verbalisés. À des sensibilisations, si l'infraction est grave, là maintenant on verbalise. La prospection, on est à plus de 300 indélicats. Donc on a plus de 300. Et là, il faut noter que les plus graves sont la vitesse et l'alcool au volant.
Une opération qui permet sans doute de réduire le nombre de dégâts sur la route en cette période de fin d'année. Les contrôles médicaux réguliers sont essentiels pour prévenir les maladies. Suivre sa santé convenablement pourrait améliorer notre qualité de vie dans un monde où les maladies chroniques ne cessent de croître. Les examens permettent de détecter les anomalies avant le pire. Sabrina Nofieka Anjomo, Chrislin Maïnda nous édifie. Dans un contexte où les maladies chroniques et les infections silencieuses se multiplient, les contrôles médicaux réguliers jouent un rôle crucial dans la prévention et la gestion de la santé. Surtout quand on parle de bilan préventionnel, il y a plusieurs maladies qui peuvent être mieux traitées si elles sont détectées le plus tôt possible. Donc c'est pourquoi le personnel de santé a un travail d'éducation envers les populations, dans le sens où il faut que nos concitoyens comprennent la nécessité de se faire consulter de manière préventive plutôt que d'attendre le dernier moment et se retrouver dans des cas d'hospitalisation grave ou de maladies graves. Ces bilans de santé sont un moment privilégié de dialogue entre le patient et le médecin. Dame Okom réalise son check-up 3 fois dans l'année. Chaque année, je fais au minimum 3 par rapport à l'état de mon corps pour connaître ce qui ne va pas à mon corps parce que je suis vraiment énorme. Donc ça fait en sorte que je vais à l'hôpital parce que tout le temps j'ai des malaises. Les contrôles médicaux réguliers doivent être considérés comme un investissement dans la santé individuelle et collective. Il est donc essentiel d'encourager la population à adopter cette habitude bénéfique pour une société plus saine et plus résiliente face aux défis sanitaires du futur. Écho du code électoral, agenda des travaux, reportages, plateaux spéciaux. Écho du code, c'est sur Gabon Première. Voilà, nous vous laissons avec votre rubrique Écho du Code. Elvive Milenji Mbadinga a rencontré Aimé Zamba, un acteur politique. Mais avant de nous séparer, retenez ce que disent les sages ce soir. Quand vous êtes en accord avec votre conscience, ce que pensent les autres ne vous intéresse pas. À demain 20h. Mise en place en 1993, suite aux recommandations issues de la conférence nationale de 1990, la loi électorale en République gabonaise et cet ensemble de règles relatives à l'organisation des différentes élections, partant de la présidentielle aux élections locales en passant par les législatives. Le code électoral est le code qui régit une élection dans un pays. Il regroupe les lois et les règlements relatifs aux différentes élections. Et le code électoral a des missions. Parmi ces missions, on a le mode de scrutin, on a les conditions d'inscription sur la liste électorale, nous avons la campagne, les cartes d'électeurs et j'en passe. Après le coup de libération, il est de bonne loi qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse revoir ce code électoral. À l'image de toute œuvre humaine non écrite sur du marbre, donc perfectible, la loi électorale a subi en 30 années d'existence 19 révisions, dont la dernière en date remonte en 2023, année électorale durant laquelle le Rubicon a été franchi par les gouvernants assis sur la loi ont décidé de changer les règles du jeu en plein match. Ce dont nous reprochons dans ce code électoral, c'est toujours la transparence électorale. Parce que la transparence électorale, ce sont les hommes. Ces hommes certains ne sont pas des hommes d'État. Voilà. Parce qu'un homme d'État ne voit pas ses intérêts, il voit l'intérêt général. Et dans ce code électoral, vous vous souviendrez que Pierre Mamounou de son vivant avait sollicité l'introduction de la biométrie. Nous l'avons appliquée à moitié. Nous avons fait une liste biométrique, mais nous ne sommes pas allés au bout de la biométrie. Parce que la biométrie, ce n'est pas seulement la liste, c'est aussi le vote, c'est aussi les inscriptions. Et nous constatons tout simplement qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même situation. Pour que nous puissions sortir de là, pour que le vaincu salue le vainqueur, il nous faut tout simplement mettre en place la biométrie.
Le fichier électoral et la réorganisation des circonscriptions électorales demeurent le goulot d'étranglement de cette loi électorale. Nous appelons de tous nos voeux au nouveau découpage électoral, madame. C'est le vœu de tout le monde, de tout démocrate. Parce que nous constatons, et comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a des localités où on se retrouve avec 12 députés, où nous avons un député qui est élu avec 45 ou 400 électeurs, et entre-temps nous avons des coins comme en Ndé, où le député est élu à la fois par les habitants de la commune et les habitants du département. Ça nécessite vraiment qu'on puisse revoir le découpage électoral. Nous ne sommes plus là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes là pour que demain, il n'y ait plus de contestation. Parce qu'à chaque élection, une mort d'homme, un mort pour une élection est un mort de trop. Et nous appelons de tous nos voeux que le nouveau découpage tienne compte de plusieurs critères. Le premier critère, c'est le critère démographique. À partir de là, on ne donnera plus la chance au Parti démocratique gabonais d'avoir 12 sur 12 dans le Haut-Ogooué. Parce qu'il y a des zones dans le Haut-Ogooué, partant dans le Ouélolo, certains sièges, où nous ne trouvons que 300 personnes. Entre-temps, vous avez des sièges, même ici au 3e arrondissement de Libreville, qui regorgent plus de 2400 personnes. Alors, lorsque le député du 3e arrondissement est élu avec plus de 2400 personnes, ou 6000 personnes, et que celui de Bongoville est élu avec à peine 200 personnes, et les deux sont appelés députés. Donc il faut revoir le découpage électoral. Les préparatifs, le déroulement et son épilogue sont les 3 grandes étapes observées par toute élection. L'introduction de la biométrie sous toutes ses formes serait un passage obligé pour mieux encadrer ces différentes étapes pour mener à bon port ces consultations.